Ils ont pris la maison de la rue de la République. Ils ont pris le Peugeot 5008. Ils ont pris sa fille. Et ils l'ont fait sur papier, dans des pièces silencieuses, avec des hommes en beau costume. 10 semaines plus tard, un exemplaire du magazine Capital reposait sur une table de conférence à Lyon. Et la femme en face de lui regarda le visage sur la couverture, puis l'homme en bleu de travail taché de graisse, et comprit qu'il était la même personne. Éloi Beaufort ne sourit pas. Il n'était pas venu pour gagner. Ils avaient pris tout ce qu'un document pouvait contenir. Personne ne lui avait jamais demandé qui il était vraiment. 200 €. Éloi les compta 2 fois sur le comptoir d'une cuisine qui n'était plus la sienne, car les compter une seule fois ne les avait pas multipliés. Les papiers étaient déjà signés. La maison de la rue de la République, avec la véranda qu'il avait reconstruite de ses propres mains et l'érable contre lequel Juliette avait été mesurée à chaque anniversaire, appartenait désormais à Valérie. Le Peugeot 5008 appartenait à Valérie. Le juge aux affaires familiales lui avait accordé la garde principale de leur fille et ne lui avait laissé qu'un droit de visite médiatisé 2 après-midi par semaine. Le mot médiatisé siégeait dans l'ordonnance comme un caillou dans une chaussure. Il ne discuta pas. Il n'y avait plus personne dans la pièce avec qui discuter. Ce que Valérie ne prit pas, ce fut le garage. Elle était passée devant pendant des années de la même manière qu'elle passait devant aujourd'hui. Et elle appelait la chose dans le coin comme elle l'avait toujours appelée, de la ferraille. La caisse à outils en acier de son père. La peinture rouge usée jusqu'au métal nu au niveau des poignets, un carnet taché de graisse maintenu fermé par un élastique. Une caisse de pièces détachées, disait-elle, qui avait sa place à la déchetterie. « Prends tes vieilleries, lui dit-elle. Alors il le fit. Il porta la caisse à outils à 2 bras, de la façon dont un homme porte quelque chose de plus lourd que son poids réel, parce qu'elle avait appartenu à Gaston Beaufort, que Gaston était parti depuis 4 ans, et que la boîte sentait encore légèrement ses mains. Le garage du pont Père et Fils, sur l'avenue Jean Jaurès, était plongé dans le noir depuis 3 ans. L'enseigne à moitié allumée, une chaîne à travers le portail. Henri Dupont avait passé les 70 ans et gardait les clés par habitude. Il regarda Éloi un long moment à travers la vitre du bureau avant de sortir. « Ton père a reconstruit mon tour à métaux en 89, dit Henri. Il n'a pas voulu un centime, il a dit qu'un outil qui ne sert pas, c'est juste une belle histoire. Il cracha sur le côté. 200 par mois pour l'atelier du fond. Tu balais ton propre sol. » Éloi s'y installa le soir même. Il dormit sur un lit de camp à côté d'un moteur mort et se réveilla avec l'odeur du béton froid et de l'huile. Le samedi, Juliette vint pour sa première visite, s'avançant en tenant une feuille de papier pliée. Elle avait 8 ans, et elle avait dessiné le garage au crayon de couleur, le rideau de fer et l'unique fenêtre, et elle avait écrit en lettres appliquées, « La nouvelle maison de papa ». Éloi la scotcha sur la porte de l'armoire au-dessus de la caisse à outils, et resta à la regarder plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. La femme du département vint un jeudi. Elle se présenta comme Marine Vasseur, l'enquêteuse sociale mandatée par le tribunal judiciaire de Lyon. Et elle le dit de la manière dont une personne lit un formulaire. Elle avait un porte-bloc et une liste. Elle mesura la distance entre le lit de camp et la sortie la plus proche. Elle demanda où l'enfant dormirait, où elle mangerait, s'il y avait du chauffage. « Il y aura un vrai lit d'ici la semaine prochaine, dit Éloi. Elle nota cela sans lever les yeux. « Et les revenus ? J'en Elle nota cela aussi. Elle n'avait encore aucune raison de douter du dossier, et Éloi ne lui en donna aucune. Il répondit à ce qu'elle demandait et rien de plus. Et quand elle partit, il retourna au moteur, et le rideau de fer se referma sur sa chaîne lente derrière elle. Elle revint le jeudi suivant, avec 20 minutes d'avance, et trouva le rideau levé et Juliette là, perchée sur un seau renversé, pendant que son père lui montrait comment tourner un ventilateur de refroidissement. L'atelier était plus chaud qu'il ne l'avait été. Quelqu'un avait branché un radiateur d'appoint de récupération sur une prise neuve, et il y avait une courte pointe d'enfant pliée sur le lit de camp, et un deuxième lit à côté maintenant, étroit et fait avec soin. Marine posa son sac et commença l'inspection. Elle était payée pour vérifier les prises, les sorties, le détecteur de fumée qui n'était pas là la semaine dernière et qui y était maintenant. À l'établi, elle souleva le dessin de Juliette pour regarder derrière, de la manière dont elle avait appris à regarder derrière et en dessous de tout, et la reposait le carnet avec l'élastique, et sous celui-ci, une feuille unique dans une pochette en plastique transparent. Un brevet d'invention délivré par l'Institut national de la propriété industrielle. Elle lut la ligne du haut 2 fois avant qu'elle ne prenne un sens. Inventeur, et Beaufort.
Il y en avait d'autres en dessous. Une petite pile carrée. Le langage était dense et exact, daté sur une période de plusieurs années. Stockage d'énergie. Gestion thermique. Architecture de modules à l'état solide. Elle ne comprenait pas, et n'avait pas besoin de comprendre pour savoir ce que c'était. C'était le genre de papier qui n'avait absolument rien à faire près du dossier qu'on lui avait remis. Le dossier qui qualifiait cet homme de chômeur, le dossier qui le qualifiait de bricoleur de garage. L'histoire qu'elle lisait depuis 3 semaines commença très silencieusement à se désagréger entre ses mains. Elle n'en dit rien. Elle se retourna et, de l'autre côté de l'atelier, Éloi s'était accroupi à côté de Juliette devant le capot ouvert, et il fit plaquer l'oreille de la fille contre le bloc moteur chaud. « Écoute, dit-il. Il respire. Tu l'entends. Tire et lâche. Tire et lâche. Il respire. » Juliette chuchota, ravie, et rit de la façon dont seul un enfant rit d'une chose vraie. Il ne leva pas les yeux vers Marine. Il ne pointa pas du doigt les brevets sur l'établi. Il n'en dit pas un mot. Il ne chercha pas la seule explication qui aurait mis fin à tous les doutes de son dossier en une seule phrase. Il montra à sa fille comment trouver le rythme d'un moteur au ralenti avec sa propre oreille. De la manière dont Gaston Beaufort avait autrefois montré à un garçon dans un autre garage, 30 ans plus tôt, ses mains faisant tout le discours que sa bouche refusait de faire. C'était la première chose que Marine avait vue que le dossier ne pouvait pas justifier, et elle se rendit compte qu'elle avait arrêté d'écrire depuis un moment. Pendant un temps, personne ne combla le silence. Éloi n'offrit pas l'explication qu'il ne devait à personne. Marine ne la demanda pas. Elle resta là et regarda un homme apprendre à un enfant à écouter, et elle laissa les questions en suspens, ce qui n'était pas dans sa formation, ni sur sa liste, et ne lui ressemblait pas du tout. Son téléphone vibra contre le porte-bloc. Un message de son superviseur, marqué urgent. L'affaire Delorme est accélérée. Audience de modification avancée à la demande de la requérante. Préparez votre recommandation plus tôt. Elle le lut 2 fois, de la même manière qu'elle avait lu le brevet. Elle ne savait pas encore que 9 jours étaient tout ce qui restait avant qu'une chose qu'elle ne pouvait pas voir ne se referme et ne bouleverse toute l'affaire. Elle savait seulement que quelqu'un ayant de l'influence avait mis la main dans le calendrier du tribunal et l'avait tiré vers l'avant. Et que les hommes ne faisaient pas cela à moins qu'une horloge ne tourne quelque part où ils ne voulaient absolument pas que quiconque regarde. Le truc avec le contrôle exercé lentement, c'est que personne ne sent le sol bouger. Ils se réveillent un jour et le sol est ailleurs, et ils se tiennent sur du vide. Éloi comprenait cela maintenant en y repensant. 12 ans plus tôt, lui et Thibaut Marchand avaient fondé Aldan Systèmes Énergétiques dans un local loué près du périphérique. 2 ingénieurs et un module de batterie que personne ne voulait financer. Éloi détenait les brevets parce que Éloi les avait dessinés. Puis Juliette est née, et le travail de Valérie l'amenait à voyager 3 semaines par mois, et quelqu'un devait être à la maison. Alors il a pris du recul par rapport à l'entreprise en mars d'une année qui ressemblait à l'époque à l'année où elle ferait faillite. Ses actions restèrent bloquées dans un pacte d'actionnaires, illiquide, valant une somme que personne ne pouvait dépenser. Sur le papier, il devint ce que le tribunal appellerait plus tard, rien. Valérie avait un calendrier dans la tête. Il ne l'a jamais vu. Elle a déposé sa demande en avril, 11 mois avant que la clause de blocage ne soit levée et que les actions ne puissent être transférées. Elle a refinancé la maison à son nom en mai. Elle a pris la carte grise du Peugeot en août. Elle a obtenu l'ordonnance de garde provisoire à l'automne. Chaque étape a atterri avant que la seule chose qui aurait changé l'équation ne devienne réelle. Il avait pensé que c'était de la malchance et un mauvais timing. C'était le seul timing qui ait jamais existé. La ville s'est refermée autour de l'histoire qu'elle racontait. Le Crédit Mutuel a rejeté sa demande de prêt pour petite entreprise lors d'un rendez-vous de 4 minutes avec un homme de l'autre côté du bureau qui ne voulait pas croiser son regard. Un fournisseur de pièces à qui il achetait depuis une décennie a cessé de retourner ses appels. Les gens qu'il avait connus à l'école de Juliette le regardaient de la façon dont on regarde un homme qui a fait quelque chose, même s'ils ne peuvent pas dire quoi. Il a pris le peu d'argent qu'il avait et l'a dépensé en cellules, en une carte de contrôle et en un rouleau de barre omnibus en cuivre. Et il a gardé le travail sous une bâche en toile au fond de l'atelier, parce qu'un homme qui vivait dans un garage et achetait des composants de batterie ressemblait exactement au genre de problème que le dossier disait déjà qu'il était. Valérie a resserré les visites par SMS. Elle a déplacé le jeudi à une fenêtre si étroite que le trajet aller-retour lui coûtait 40 minutes avec sa fille. Elle écrivait que Juliette était fatiguée, que Juliette avait des devoirs, que c'était simplement mieux ainsi.
Éloi lisait chaque message debout devant l'établi, et il ne répondait pas ce qu'il voulait écrire. Il écrivait plutôt une lettre à Juliette, au crayon, à propos d'un moteur et d'une fille qui pouvait l'entendre respirer. Et il n'y mettait pas un seul mot sur sa mère. Pas un seul, bien qu'il y en ait eu beaucoup qu'il aurait pu écrire et penser sincèrement. Marine revint pour ce qu'elle appela une vérification supplémentaire. Elle se tint dans l'embrasure de la porte, le porte-bloc baissé le long de son corps cette fois. « Avec quoi allez-vous l'élever » demanda-t-elle. Ce n'était pas la question du formulaire. C'était la question en dessous. Éloi s'essuya les mains sur un chiffon. Il ne donna pas de chiffres. Ne fit pas de promesses. Ne chercha pas les brevets qui lui auraient répondu en une phrase. Il tira plutôt la bâche à moitié en arrière et lui laissa voir la carte qu'il câblait, les cellules rangées et étiquetées, le travail qui n'avait pas encore de nom. « Sur ça, dit-il. Et sur ce que je sais faire de mes mains. » Elle le regarda plus longtemps que la visite ne l'exigeait, et elle partit sans rien écrire, ce qui était en soi une sorte de note. Thibaut arriva après minuit, les phares balayant l'atelier. Un homme dans un beau manteau qui jurait avec l'huile et l'obscurité. Il ne s'était pas tenu dans la même pièce que Éloi depuis 2 ans, et il y avait une hésitation en lui à la porte. La façon dont les vieux amis hésitent quand ils cessent de passer trop de choses entre eux pour parler de banalité. « C'est signé » dit Thibaut. « Ou sur le point de l'être. Le constructeur automobile de Sochaux veut le module, en entier. La licence, la fourniture, toute la plateforme. » Il rit une fois sans aucune joie. « Et ils veulent le nom de l'inventeur sur l'annonce. » Capital fait une couverture. Le cofondateur reclus. Le retour que personne n'a vu venir. C'est toi, Éloi. Après tout ça, c'est toi dans un garage avec ton nom sur la chose que toute l'industrie poursuit depuis une décennie. Éloi resta très immobile près de l'établi. Dans 9 jours, ça se conclut, la couverture sort le matin où l'accord devient public. Le visage de Thibaut changea, le rire l'ayant quitté. Et voici la partie pour laquelle j'ai conduit 1 heure dans le noir pour te le dire en face au lieu d'au téléphone. Jusqu'à ce matin-là, je ne peux pas en confirmer un mot. L'accord de confidentialité est blindé. Si je vérifie ta participation, la valorisation, n'importe quelle partie avant l'annonce, l'acheteur a le droit de se retirer, tout s'effondre et 12 ans de nos 2 vies meurent avec. Il écarta ses mains vides. Je suis venu parce que tu devais l'entendre d'un ami. Je suis venu parce que c'est tout ce que j'ai le droit de faire. Pas encore. Peut-être pas à temps. Éloi comprit ce que Thibaut lui disait, et il comprit la chose en dessous. De la manière dont il avait appris à entendre la chose en dessous d'un moteur, il y avait une audience pour la garde qui approchait, et une seule phrase de sa part sur ce qu'il valait réellement changerait la façon dont le tribunal le verrait en un seul après-midi. Il pourrait récupérer sa fille en moins d'1 semaine. Tout ce que cela coûterait, ce serait l'accord que Thibaut avait mis 12 ans à construire en suant sang et eau, l'ami qui se tenait devant lui, et la vérité silencieuse de son travail transformé en une lame qu'il manierait pour gagner. Alors on n'en dit rien, dit Éloi. Thibaut le regarda un long moment. Tu pourrais la perdre en attendant. Tu comprends ça? Tu pourrais faire la chose honorable et perdre ton enfant pour ça. Je pourrais la perdre de plein de façons, dit Éloi. Ça, ce n'est pas une façon avec laquelle je pourrais vivre après. Marine était revenue pour un dossier qu'elle avait laissé sur l'établi. Et elle se tint au bord du parking en gravier et vit un homme dans un beau manteau quitter un garage à 1 heure du matin. Elle vit la façon dont ils se serrèrent la main à la porte. Une poignée de main qui signifiait quelque chose d'ancien et de dur. Elle vit qu'il y avait une histoire ici bien plus vaste que l'atelier dans lequel elle se déroulait. Son instinct, celui que 15 ans de métier avaient aiguisé, lui disait qu'elle manquait quelque chose. Il lui disait aussi qu'elle avait envie de le manquer, qu'elle voulait que cet homme soit ce qu'elle commençait à croire qu'il était. Et elle resta dans le noir et se mit en garde, de la manière dont elle se l'était enseignée, que désirer une chose était le moyen le plus sûr au monde de mal lire un dossier. Elle relut le dossier le lendemain matin. L'ancienne partie, l'évaluation originale qui avait déclenché toute l'affaire, et elle la lut de la façon dont on relit une phrase qui, du jour au lendemain, s'est mise à sonner comme un mensonge. Il avait été bouclé en 11 jours. Ses propres évaluations prenaient 6 semaines, parce que 6 semaines, c'était le temps qu'il fallait pour les faire, honnêtement. 2 entretiens obligatoires avec les parents étaient marqués comme terminés, sans aucune note jointe. L'étude du domicile ne comportait aucune photographie alors que le formulaire en exigeait. Les contacts collatéraux, l'enseignant, le médecin, le voisin,
étaient répertoriés comme non joints. Tous à la première tentative et jamais réessayés. C'était le travail de quelqu'un qui allait vite exprès, et Marine faisait cela depuis assez longtemps pour savoir qu'aller vite exprès signifiait que quelqu'un voulait que ce soit fait avant que quiconque de consciencieux n'ait eu la chance d'y regarder de plus près. Elle conduisit jusqu'à la maison de la rue de la République et s'assit avec Valérie à la table de la cuisine, professionnelle, posant même les questions qu'elle était tenue de poser dans l'ordre où elle était tenue de les poser. Valérie y répondit avec fluidité. De la façon dont un hôte expérimenté répond aux questions, jusqu'à ce que Marine demande pourquoi la première évaluation avait ignoré les entretiens et les photographies, et alors la fluidité devint aussi fine que la glace sur les eaux courantes. « Je ne saurais pas comment le département gère sa propre paperasse, dit Valérie. Elle posa sa tasse avec grand soin. Richard connaît beaucoup de gens qui se soucient énormément de la façon dont cela va se terminer. Des gens qui ont la mémoire longue, vous devriez garder cela à l'esprit avant de passer trop de vos heures sur des papiers qui sont déjà décidés. C'était dit agréablement. De la façon dont une porte est fermée agréablement avec un clic au lieu d'un claquement. Marine n'écrivit rien dans ses notes. Elle n'avait pas besoin d'écrire une chose qu'elle n'oublierait pas. Juliette était dans la pièce d'à côté, et elle s'approcha de l'embrasure de la porte, timide face à l'étrangère, puis plus timide du tout. De la façon dont les enfants cessent d'être timides d'un coup. « Vous êtes la dame qui décide où j'habite ?» demanda-t-elle. « Je suis la dame qui aide le juge à comprendre les choses » dit Marine. Juliette pesa cela, le sérieux de la chose. « Mon papa peut tout réparer. Il a réparé un oiseau une fois, un vrai avec une aile blessée. Il lui a fait une petite attelle avec un bâtonnet de glace et du scotch, et il s'est envolé après. » Elle baissa la voix sur le ton d'un secret qui valait la peine d'être gardé. « Et il ne dit jamais de méchanceté sur ma maman. Même quand je lui demande de prendre mon parti, il dit juste que tout le monde m'aime et que c'est la partie qui compte. Il le dit à chaque fois, pareil. Les enfants ne savent pas lesquelles de leurs phrases sont les plus lourdes. » Marine porta celle-là jusqu'à sa voiture et resta assise les deux mains sur le volant pendant un moment avant de se faire confiance pour démarrer le moteur. Au bureau ce soir-là, elle sortit l'évaluation originale pour en scanner une copie propre dans son propre dossier de travail, et le système ouvrit le journal d'accès avec, comme il le faisait toujours, et comme personne ne le lisait jamais. Elle le lut maintenant. Le dossier avait été ouvert 11 fois au cours du dernier mois et modifié 2 fois, et les 2 modifications provenaient d'un compte qui n'était pas le sien, ni celui de son superviseur, ni celui de l'évaluateur original, ni de personne du bureau sur qui elle pouvait mettre un nom. Quelqu'un était dans le dossier. Quelqu'un le modifiait discrètement pendant qu'elle travaillait sur l'affaire au grand jour. De bonne foi, comme une imbécile. La femme qui vint au garage ce mardi-là approchait des 70 ans. Avec la mâchoire de Valérie et rien de l'aisance de Valérie, elle se présenta à Marine sur le parking en gravier, l'ayant attendue là une bonne partie d'une heure, et elle tenait une enveloppe Kraft à plat contre sa poitrine à 2 mains. De la façon dont on tient quelque chose qui a coûté cher à porter. « Je suis Geneviève Caron, dit-elle. La mère de Valérie. Vous voudrez vous asseoir pour ça, ou pas? Mais de toute façon, vous voudrez le lire. » À l'intérieur se trouvait une déclaration financière, vieille de 3 ans, et une liasse de SMS imprimée ainsi qu'une seule feuille de papier à lettres avec l'écriture abrupte d'un homme. La déclaration listait la part du fondateur de Haldan par son nom et avec une valeur projetée qui fit taire Marine. Valérie avait su ce que vaudraient ses actions, et presque au mois près quand les messages furent échangés entre Valérie et sa mère, remontant au printemps avant le dépôt du divorce. « Nous concluons avant que la clause ne soit levée », disait l'un d'eux. « Après ça, c'est un bien matrimonial, il est millionnaire et la maison est à moitié à lui. Avant ça, c'est un homme dans un garage et je prends tout. Le timing est primordial. Maman, tu m'as appris ça. » La dernière feuille était la pire de toutes. Richard Delorme détenait la créance sur le cabinet en faillite du précédent évaluateur. Un paiement ballon arrivant à échéance que l'homme n'avait aucun moyen au monde d'honorer. Et la note de la main de Richard expliquait clairement, en moins de mots qu'il n'en aurait fallu, exactement ce que l'homme devrait faire pour garder les lumières allumées chez lui. Traitez-le vite. Restez vague sur les détails. Nous nous occupons du reste à partir d'ici. Elle est ma fille, dit Geneviève. Et sa voix ne se brisa pas tant qu'elle ne devint plate, comme une route devient plate avant une longue descente. Et je l'ai regardé donner l'enfant d'un homme bien à un homme qui achète les faveurs des juges et appelle le fait de l'acheter gagné. Je ne peux pas pardonner ça. Je ne m'assiérai pas sur un banc d'église à côté de ça un dimanche en prétendant que ma gorge ne se serre pas. Elle pressa l'enveloppe dans les mains de Marine et replia les doigts de Marine autour avec les siens.
Peu importe ce qu'il vous en coûtera de l'utiliser, utilisez-le. Cela m'a déjà coûté la seule fille que j'ai. Pendant 15 ans, Marine avait vécu dans la voie prudente entre les parties. Neutre. Exact, une lectrice de dossier et rien de plus. Elle n'était plus neutre maintenant, et elle le savait, et ce savoir arriva avec la certitude simple et silencieuse d'une chose enfin vue dans son entièreté. Elle savait de quel côté elle se tenait. Elle savait aussi, tout aussi clairement, ce que le fait de se tenir là pourrait faire à une carrière bâtie entièrement sur la discipline de ne jamais se tenir nulle part. Elle conduisit jusqu'au garage pour le dire à Éloi, et ce n'était pas une visite officielle, et ils comprirent tous les deux qu'à l'instant où elle passa la porte, il versa 2 tasses de café qu'aucun d'eux ne but. Ils s'assirent sur 2 tabourets à l'établi pendant que le café refroidissait entre eux, la vapeur s'amincissant puis disparaissant, et pendant un long moment personne ne dit un mot, et le silence n'était pas vide. C'était une ligne tracée quelque part que ni l'un ni l'autre ne pouvait montrer du doigt, et la ligne avait commencé à bouger, et ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à être celui qui la nommerait à voix haute. Richard Delorme ne haussa pas non plus la voix. C'était la ressemblance familiale que Geneviève n'avait pas pensé à mentionner. La requête passa par les voies appropriées, de la façon dont ces choses-là le font toujours, habiller des vêtements appropriés, une demande formelle pour que l'évaluatrice soit retirée du dossier pour conflit d'intérêts, citant ses visites non programmées, ses contacts avec des membres de la famille de la requérante, et ce que le document appelait, dans une formulation choisie par quelqu'un qui était bien payé pour choisir des formulations, son investissement personnel évident envers le défendeur. Elle était signée par un cabinet qui faisait beaucoup de travail confortable pour la société de promotion immobilière de Delorme. Trombonnée au dos, servilement, presque comme une réflexion après coup, se trouvait une simple ligne rappelant au département que le bureau de l'évaluatrice fonctionnait sur un contrat de service qui devait être renouvelé au printemps. C'était une menace avec les manières d'un mémo. Prenez du recul ou le printemps ne sera pas tendre avec vous. Il n'avait pas besoin d'en dire plus, et c'est ce qu'il fit. Éloi en entendit parler parce que Geneviève en entendit parler, et les rumeurs dans un petit département circulent comme Léo descend la colline et s'infiltrent dans tous les endroits bas. Il se tint dans l'atelier avec le téléphone à la main et comprit avec un poids propre et froid dans la poitrine que la femme était en train d'être brûlée parce qu'elle s'était tenue trop près de son feu. Il monta dans sa camionnette et conduisit jusqu'à son bureau, et attendit sur le parking de la façon dont la mère de Valérie avait attendu sur le sien. Parce que certaines dettes se paient dans la même devise que celle dans laquelle elles ont été prêtées. « Retirez-vous, dit-il quand elle sortit dans l'après-midi gris. « Récusez-vous. Dites-leur ce qu'ils veulent entendre et laissez tomber. Je trouverai un autre moyen de me battre. Je trouve toujours un autre moyen. Je ne serai pas la raison pour laquelle on vous enlève votre travail. Vous y avez consacré 30 ans. Je ne serai pas la facture qui arrive à échéance. » Marine le regarda pendant un moment qui dura un battement de trop pour être uniquement professionnel. « Vous avez passé toute cette affaire à construire des toits pour les autres au-dessus de votre propre tête, dit-elle. L'accord de votre ami, le nom de votre fille gardé hors de votre bouche même quand le dire vous aurait fait gagner sur toute la ligne. Et maintenant la mienne. » Elle secoua la tête, lentement et avec certitude. « Non. Je lis les dossiers avec vérité pour gagner ma vie. Celui-ci, je vais le lire avec vérité, et je vais mettre mon nom en bas, et je vais laisser le printemps faire ce que le printemps a prévu de faire. » Elle déposa la nouvelle recommandation le lendemain matin. Elle reposait sur ce qu'elle avait mesuré de ses propres yeux et sur ce qu'elle pouvait prouver à partir des journaux d'accès et du contenu de l'enveloppe de Geneviève, et elle recommandait une restauration complète des droits de garde du père en attendant l'audience de modification. Elle la signa en sachant exactement ce que cela pourrait lui coûter, et elle la signa quand même, et sa main ne trembla pas. Ce week-end-là, Éloi répara son vélo. Elle l'avait mentionné une fois en passant des semaines plus tôt, un vélo des Emmaüs à 40 € avec une chaîne grippée qu'elle avait toujours l'intention de réparer sans jamais le faire. Il n'avait pas oublié. Il l'avait démonté sur l'établi et remonté le dimanche après-midi. La chaîne démontée, nettoyée et huilée maillon par maillon. Les freins réglés, une nouvelle sonnette installée parce que l'ancienne était fissurée. Il ne lui dit pas qu'il l'avait fait. Il le laissa appuyer contre le mur près de la porte de son immeuble de bureau avec un mot plié qui disait seulement « Il roule maintenant ». Elle le trouva le lundi matin et resta avec sa main reposant sur la selle usée pendant un moment avant d'entrer à l'intérieur. L'audience et l'accord allaient tomber la même semaine. Éloi pouvait maintenant sentir les 2 horloges tic-taquer vers le même matin gris, et il ne savait pas laquelle des 2 sonnerait l'heure en premier, ni ce qu'il resterait de lui debout dans la pièce quand ce serait fait. Richard fit son dernier mouvement, et c'était le mouvement d'un homme qui n'avait jamais appris à penser qu'en termes de pression,
qui croyait que chaque porte pouvait être forcée jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Il fit avancer l'audience une deuxième fois, plus durement, dépensant le genre de faveur que nécessite le bouleversement du calendrier d'un tribunal jusqu'à ce qu'elle soit fixée un mercredi matin, 2 semaines plus tôt. Le but était clair et simple. En finir avant qu'un seul mot sur Éloi Beaufort ne puisse atteindre le public. Clôturer l'affaire pendant que le dossier disait encore rien, pendant que l'homme n'était encore qu'un homme dans un garage avec un lit de camp et une bâche. Il ne savait pas, parce qu'il n'avait jamais pensé à poser la bonne question sur l'homme qu'il était en train d'écraser, qu'il venait de programmer l'audience pour le matin exact où le reste du pays apprendrait qui était cet homme, la nuit précédente. Éloi ne pensait pas à Richard, ni au calendrier, ni au dossier. Il pensait à la carte sous la bâche. Le travail enfin terminé. Chaque cellule câblée et chaque connexion vérifiée 2 fois, et à Juliette à côté de lui sur le seau renversé, dans son manteau d'hiver parce que l'atelier gardait le froid la nuit. « Tu veux le démarrer ?» lui demanda-t-il. Elle le regarda de la façon dont un enfant regarde un parent qui vient de lui remettre la lune et de lui dire qu'elle était à elle. Il lui montra l'interrupteur, un petit bouton à bascule noir sur le coin de la carte, et elle posa son petit pouce dessus, et elle leva les yeux vers lui une fois pour être sûre, et il hocha la tête, et elle appuya. Le contrôleur s'éveilla. Une bande de voyants lumineux parcourut la longueur du rack puis se figea, une ligne verte propre et ininterrompue. Le premier courant que la machine ait jamais tiré à travers elle-même dans le monde. Elle ne fit rien de spectaculaire. Il n'y eut aucun rugissement, aucune étincelle, aucun spectacle. Elle fonctionna simplement, silencieusement et complètement, ce qui était la seule chose que Éloi Beaufort avait jamais voulu qu'elle fasse au cours de ses 12 années de désir. « Tu l'as fait, papa ?» murmura Juliette. « Nous l'avons fait, » dit-il, et il tint ce moment de la façon dont il tenait ses dessins sur l'armoire, doucement des 2 mains, quelque part où il ne s'envolerait pas. De l'autre côté de la ville, un téléphone sonna dans la main d'un rédacteur en chef de Capital, et une imprimerie quelque part confirma le tirage, et la couverture avec le visage des Éloi dessus fut verrouillée pour le matin, ne pouvant plus être modifiée par personne. L'ingénieur anonyme derrière le retour fracassant à 1 milliard d'euros de Haldan était sur le point d'avoir un nom imprimé dans les kiosques à journaux et allumé sur les écrans dans tous les départements du pays. 9 jours après le début de la conclusion d'un accord, et il ne restait plus aucune horloge nulle part que l'argent de Richard Delorme puisse atteindre. La salle du palais de justice de Lyon était petite et trop éclairée, et l'histoire que Richard et l'avocat de Valérie racontèrent à l'intérieur était la même vieille histoire, polie par l'habitude de la raconter. Chômeur, instable, un homme qui vivait dans un garage, qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille, qui n'avait aucun revenu que le tribunal puisse vérifier sur un seul document légitime. Ils avaient des photographies de l'atelier, du lit de camp, de la bâche dans le coin, prises pour ressembler à de la misère plutôt qu'à du travail. Ils lurent l'évaluation originale à voix haute, lentement, comme s'il s'agissait d'une écriture sainte et non d'une chose achetée et bâclée en 11 jours. Ils la lisaient encore quand le téléphone de l'huissier s'alluma, puis celui du greffier, puis une douzaine de téléphones dans le public en même temps, un doux carillon dispersé qui n'aurait pas dû se produire dans une salle d'audience, et qui ne pouvait être arrêté. L'accord était devenu public à leur pile. Haldan Système Énergétique acquise dans le cadre d'un accord de licence historique. Le chiffre qui y était attaché était assez grand pour faire plier la pièce. Et sur la couverture qui accompagnait la nouvelle, le cofondateur reclus, l'homme qui détenait les brevets, photographié en bleu de travail taché de graisse dans l'atelier du fond d'un garage fermé à Villeurbanne. La porte au fond de la salle d'audience s'ouvrit. Geneviève Caron remonta toute l'allée et prit place à la barre, et elle ne regarda pas sa fille, pas une seule fois, tout le long du chemin. Elle présenta les messages, la déclaration financière et la note avec l'écriture abrupte de Richard, et elle dit sous serment, d'une voix qui aplatit tous les autres sons dans la pièce, ce que sa fille avait su, et exactement quand elle l'avait su, et ce que Richard avait acheté, et à qui. Thibaut Marchand la suivit. L'accord de confidentialité avait été levé à 9 h ce matin-là même, et il confirma sous serment ce qu'était Éloi Beaufort, et ce qu'il avait toujours été discrètement. Valérie ne regardait rien de tout cela. Elle regardait l'exemplaire du magazine que quelqu'un avait posé sur la table entre les parties, la caisse à outils sur la photographie derrière l'épaule de son ex-mari, la rouge avec les poignets usés, celle qu'elle avait qualifiée de ferraille, et le carnet à côté, qu'elle lui avait dit d'emmener à la déchetterie. Elle comprit tout d'un coup, et bien trop tard pour que cela lui serve à quoi que ce soit, que la chose qu'elle avait jetée hors de la maison était la chose même qui avait construit tout ce qu'elle avait passé 14 mois prudent à lui prendre. Elle le voyait maintenant, entier et évident. Le voir ne changea rien du tout. Éloi ne se leva pas pour jubiler.
Quand le juge lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il se leva et dit une chose. « Je n'ai jamais voulu de la maison, dit-il. Je n'ai jamais voulu de la voiture. Ils auraient pu garder tout ça. Chaque planche et chaque boulon. Je voulais ma fille. C'est la seule chose pour laquelle je suis venu dans ce bâtiment. La seule chose que j'ai voulu pendant tout ce temps. Rien sur cette couverture ne change un traître mot à cela. » Le tribunal rétablit la garde conjointe, totale, égale et effective ce jour-là, et ordonna une révision de l'évaluation originale dont chaque âme dans la pièce comprit qu'elle mettrait fin à des carrières avant le printemps. De l'autre côté de l'allée, l'influence de Richard Delorme était déjà en train de se vider de lui en temps réel, son téléphone éteint dans sa main. Son avocat se pencha pour lui murmurer quelque chose auquel il n'avait aucune réponse. Avec l'affaire close, le mur qui s'était dressé entre Éloi et la femme qui avait été assignée pour le juger n'était tout simplement plus là. Il regarda de l'autre côté de la salle d'audience et trouva Marine qui le regardait déjà, et aucun d'eux ne dit un mot. Et le regard se maintint un instant plus longtemps que n'importe quel regard entre deux étrangers. Et c'était tout ce que cela devait être. Richard Delorme perdit le projet de développement des berges du fleuve avant la fin du mois. Le département ne le punit pas. Pas exactement. Pas d'une manière que l'on puisse pointer du doigt. Les partenaires du projet lurent simplement le dossier du tribunal, virent un homme qui avait acheté une évaluation de garde de la même façon que d'autres hommes achètent un sandwich, et un par un, cessèrent de retourner ses appels jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'appels à retourner. Valérie garda la maison de la rue de la République et se déplaça dans ses pièces en comprenant finalement et complètement ce qu'elle n'avait pas su valoriser alors que cela se trouvait sur sa propre étagère, ce qui est une chose bien plus lourde à porter tout au long d'une vie qu'un petit appartement ne l'a jamais été. Éloi garda le garage. Il n'en avait plus besoin maintenant. Il aurait pu acheter le bâtiment, le quartier, la rue dans laquelle se trouvait le quartier. Il le garda parce que le fils de Gaston Beaufort était un homme qui travaillait de ses mains. Et un homme ne cesse pas de l'être parce qu'un magazine a imprimé son visage sur une couverture. Il réembaucha Henri Dupont pour tenir le comptoir d'accueil et lui dit que le loyer était désormais à 0 et que le salaire était réel. Et il s'avéra, comme ce genre de choses finit toujours par se savoir, que Éloi avait discrètement ouvert un fonds de placement au nom de Juliette une année entière avant que les ennuis ne commencent. De l'argent mis de côté à partir de l'accord des fondateurs le jour même de sa naissance, pour que, quoi qu'il lui arrive dans le monde, sa fille ne soit jamais réduite à une ligne dans un dossier disant qu'elle venait de rien. Juliette scotcha un nouveau dessin sur la porte de l'armoire, sur la couture cornée où l'ancien avait été. 3 personnages cette fois, dessinés au crayon avec soin. Son père avec une clé à molette à la main, elle-même au milieu. Au milieu, là où était sa place, et une femme sur le côté, dessinée un peu plus petite, tenant un dossier de papier, dessiné avec le genre de soin qu'un enfant accorde aux personnes qu'elle a décidé de garder. Sur l'établi en dessous, le vieux carnet reposait ouvert, l'élastique enfin retiré, et dans la marge d'une page que Gaston Beaufort avait remplie des années auparavant, au crayon devenu tendre et gris, il y avait quelques mots « On ne peut pas vendre ce qui vaut la peine d'être gardé ». Marine passa un samedi, pas pour le compte du département. Sans porte-bloc et sans liste dans les mains. Le vélo était dehors sur sa béquille, la nouvelle sonnette accrochant la lumière. Éloi lui tendit une tasse de café, et cette fois il était chaud, et elle enroula ses 2 mains autour et le tint près d'elle. « Juliette est à l'intérieur, dit-il. Elle veut te montrer le moteur. Elle dit que tu n'as pas eu la démonstration complète la dernière fois. » « C'est vrai, dit Marine. Aucun d'eux ne prononça la chose plus vaste. Il n'y en avait plus besoin. Ils se tenaient dans la gueule ouverte de l'atelier, avec le froid du matin dans leur dos et la lumière chaude du garage devant eux. Et le silence entre eux était du genre confortable maintenant. Le genre qui ne demande pas à être comblé. Et c'était tout. Ils avaient pris la maison. Ils avaient pris la voiture. Ils avaient pris sa fille pendant un temps avec du papier, de beaux costumes et un homme qui pouvait être acheté au mètre. Mais la chose qui comptait le plus n'avait jamais été écrite sur aucun document, ce qui est précisément la raison pour laquelle personne n'avait jamais pu la prendre. Elle avait été entre ses mains tout ce temps, et dans une caisse à outils rouge, et dans une fille qui pouvait coller son oreille contre un moteur et l'entendre respirer. Il n'avait fait qu'attendre que la bonne personne regarde au-delà du dossier pour le voir.